On en a beaucoup entendu parler, la loi immigration. Alors vous vous dites sûrement, mais quel rapport entre Linguisticae et la loi immigration? Eh bien, il y a un lien très direct. La nouvelle loi immigration durcit les tests de français à destination des étrangers, et ces tests sont obligatoires pour une partie d'entre eux s'ils souhaitent avoir et conserver une situation régulière. Pour faire simple. Dans cette vidéo, on va revenir sur quelques préjugés, sur cette loi et sur ce qu'elle cherche, selon moi, à faire au-delà des promesses. Sur ce, sponsor, et on se retrouve après. Dommage, n'est-ce pas? Hans-Pierre Michel n'a pas choisi le bon moment pour lancer sa carrière de vidéaste. Heureusement, il y a la Suisse. Pas besoin de prendre votre bagnole, un clic et c'est bon, c'est comme si rien n'avait changé. Et tout a changé. Un plus gros catalogue et pas besoin de se taper le climat de mort qu'ils ont là, et jusqu'à 10 appareils connectés en simultané sur un même compte. Et c'est tout un monde qui retrouve sa liberté. Malheureusement, le saut n'est pas fourni. Je fais pas long, je sais que vous êtes dans l'urgence, alors clique sur le lien, code Linguisticae, 2 ans d'abonnement, 4 mois offerts. Bon courage. Alors, reprenons depuis le début. Oui, je sais, c'est dur de s'y retrouver, tant chaque ministre de l'Intérieur veut sa nouvelle loi immigration. Nous parlerons donc dans cette vidéo très précisément du projet de loi numéro 2024-42 du vendredi 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. C'est son nom, et au moment où je tourne cette vidéo, 16 des 30 décrets d'application ont été publiés. C'est l'article 23 qui nous intéresse et celui-ci est associé à plusieurs décrets qui ont tous été publiés le 30 décembre 2024. Ce sont ceux qui encadrent et qui durcissent les règles d'apprentissage et de contrôle du niveau de français des immigrants pour les contraindre à faire plus d'efforts pour s'intégrer car, comme le dit Retailleau, quand depuis plusieurs années un étranger en situation régulière ne maîtrise pas le français, c'est qu'il n'a pas produit l'effort. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à présent, les étrangers devaient signer un contrat d'intégration républicaine, un contrat d'1 an qui lie l'immigrant à l'État français. L'immigrant s'engage alors à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations qui vous sont demandées. C'est l'État qui le dit. Ces formations qui sont obligatoires sont là pour vous enseigner les valeurs, les principes et les institutions de la République. C'est encore l'État qui le dit, mais aussi pour vous enseigner le français. Ce contrat d'intégration républicaine est obligatoire pour tous ceux qui veulent obtenir une carte de résident, de séjour pour exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, et dans quelques autres cas que je ne vais pas mentionner ici. Ce dispositif existe en France depuis la loi du 7 mars 2016, et il établissait alors à l'origine un parcours personnalisé d'une durée de 5 ans. À l'époque, c'était le duo Valls-Cazeneuve qui était à l'œuvre. C'est donc ce contrat d'intégration républicaine, obligatoire, qui évolue pour être plus restrictif. Ce même contrat exige désormais un meilleur niveau de français pour les signataires, et donc pour ceux qui souhaitent s'installer à long terme en France, que ce soit pour avoir une carte de séjour pluriannuelle ou pour obtenir la nationalité française. Dans le même temps, et ça on l'a moins évoqué, le temps de formation linguistique et les moyens alloués à celle-ci sont réduits. On demande donc plus avec moins, et bien sûr, ça fait réagir. Parlons du niveau tout d'abord. Pour rappel, pour obtenir la nationalité, depuis 2012 et les années Sarkozy, il est obligatoire d'attester un niveau B1 en français. À l'origine, cette maîtrise était exigée à l'oral seulement, mais depuis 2020 et notre cher Gérald Darmanin à l'intérieur, le même niveau est exigé à l'écrit. Pour les cartes de résident de 10 ans, depuis 2018, un niveau linguistique est là aussi exigé, niveau A2 à l'oral et à l'écrit. Alors ces niveaux, parce qu'il faut quand même bien les expliquer, correspondent à un classement encadré par le cadre européen de référence pour les langues, le CECRL. La lettre A, ça correspond au niveau élémentaire, la lettre B, ça correspond au niveau indépendant, et la lettre C, ça correspond au niveau expérimenté. Dès le niveau A2, la compréhension et l'expression de phrases isolées et d'expressions courantes est attendue, et dans tout ce qui relève des domaines de priorité immédiat, c'est-à-dire du quotidien. Au niveau B, c'est donc une indépendance et une forme d'aisance qui est attendue, le niveau B2 étant caractérisé par une maîtrise de sujets concrets et abstraits, dans une langue complexe ou technique, en s'exprimant de façon claire pour donner son avis sur un sujet d'actualité et en pouvant argumenter. Et le niveau C, le niveau expérimenté, c'est globalement la maîtrise du sous-texte, de l'implicite avec naturel et sans chercher ses mots. Le niveau C2 correspond à quelqu'un ayant une maîtrise quasi parfaite de la langue, sous tous ses aspects et dans tous les points de vue. On considère scolairement parlant que le niveau A1 correspond au niveau primaire, A2 au niveau collège, B1 à la seconde, B2 au bac, C1 et C2 un niveau universitaire, voire un niveau quasi natif. Mais pour être honnête, la plupart de ces niveaux sont attendus, ils ne sont pas obtenus dans le cadre scolaire. Alors, eh bien, qu'est-ce qui change désormais? Eh bien, on attend encore la version finalisée, mais désormais, la carte pluriannuelle, sans exigence de niveau, demanderait désormais un test de langue et un niveau A2, et la carte de résident passerait du niveau A2 à B1, et celle de nationalité passerait de B1 à B2.
Tout d'abord, la nouvelle loi, elle interdit le renouvellement de plus de 3 fois un titre de séjour d'1 an. Donc après 3 ans grand max, eh bien c'est une carte de séjour pluriannuelle obligatoire qu'il vous faut, et donc un test de langue, un niveau A2 à attester. Et bien sûr, hein, j'avais complètement oublié de le mentionner, mais tout ça c'est à votre charge, parce qu'il faut évidemment payer, les tests ne sont pas gratuits. À défaut d'obtenir ce niveau A2 à l'oral et à l'écrit, et c'est ce deuxième point qui est le plus difficile, hein, notamment pour les immigrants ayant eu un parcours scolaire réduit, voire inexistant dans le pays d'origine, eh bien ce sera la fin du séjour légal. Ils deviendront sans papier, expulsables, et de manière très immédiate, ce sont 15 à 20 000 personnes qui seraient concernées là tout de suite. Donc la nouvelle loi fixe à 80 heures maximum la durée de formation considérée comme due de temps de travail effectif pour le salarié allophone signataire du contrat d'intégration républicaine. En gros, il n'y a que 80 heures qui pourraient être considérées comme étant du temps de travail et qui pourraient donc être rémunérées comme étant de la formation. Et sans accord avec votre employeur, la durée d'absence du salarié pour suivre la formation de son parcours linguistique ne peut pas être supérieure en gros à 10% de sa durée hebdomadaire de travail. Voilà. Donc en gros, 3h30 par semaine pour un temps plein maximum, faute d'accord avec votre employeur, qui pourra être considéré comme de la formation linguistique. Mais pourtant, augmenter le niveau des gens, théoriquement, c'est augmenter la formation nécessaire. Et donc le temps alloué à celle-ci, ça me paraît logique, non ? Il faut savoir qu'il faut compter au moins 200 heures pour atteindre le niveau A2, 400 heures pour atteindre le niveau B1, 600 pour le niveau B2. En plafonnant donc la partie payée de la formation à 80 heures seulement, et surtout en limitant, faute d'accord, le nombre d'heures par semaine à 3h30, et donc à 160 heures par heure théorique maximum par an, eh bien c'est bien simple. Tout le reste doit se faire sous le temps libre, un temps très important et probablement impossible à fournir dans la durée fixée par le contrat d'intégration républicaine. Si vous devez dormir, manger et exister en dehors du travail, c'est complexe. Si en plus vous avez des enfants, j'en parle même pas. Parce qu'évidemment, une langue, ça ne se maîtrise pas parfaitement en un an top chrono, surtout quand on bosse à côté, et si ce boulot n'implique pas d'interaction sociale. Surtout que, et on le rappelle, ce contrat d'intégration républicaine impose aussi d'autres formations, notamment tous les trucs d'apprentissage, de valeurs et de morale, là dont je parlais plus tôt. Moi, par exemple, j'ai vécu quasiment 4 ans en Autriche, et il m'a fallu à peu près 1 an pour m'en sortir à peu près, et pourtant j'avais fait une licence en langue allemande en France avant d'y aller. Le pire dans tout ça, en fait, c'est cette information absolument délirante. Tenez-vous bien, à partir de juillet 2025, les cours de présentiel seront presque intégralement supprimés pour les personnes dans ce parcours de formation. Elles devront donc se former en ligne, via une plateforme qui n'existe pas encore, toutes seules dans leur coin, pour apprendre une langue censée renforcer leur intégration. Alors on sait pas ce que ça va être, on peut imaginer, je sais pas, un truc à la Duolingo, sans correction humaine ni explication, sans contexte culturel ou que sais-je encore, histoire de bien former les citoyens de demain. En voilà une formidable idée. Supprimer l'interaction humaine aux migrants qu'on a à tout prix envie de voir intégrer la nation, ça m'a l'air tout à fait cohérent. Bien sûr, je relève même pas les problèmes que ça pose en matière d'équipement numérique, en littératie numérique, dans un pays où quand même un quart des gens ne savent pas se servir d'un ordinateur ou d'un téléphone. Et je vous parle pas non plus de l'accès aux ressources matérielles. Bien sûr, vous l'aurez deviné, mais les instituts de formation gueulent. On leur supprime leurs étudiants et leurs apprenants, à qui on demande d'être encore meilleurs, plus performants, mais sans professeurs et sans aide humaine. Quelle idée à la con, sans déconner quand même, je sais pas... Cette loi et ses exigences linguistiques ont même outré le service public, France Info et France 2. C'est dire si c'est stupide. On a eu le droit à un super reportage dans lequel on apprenait que les tests de français proposés aux immigrants n'étaient même pas validés par une partie des Français de naissance eux-mêmes. France TV mesure en outre que près de 300 000 personnes vont devoir se soumettre à ces tests pour ne pas perdre leur titre de séjour à terme. Au point que certains Français eux-mêmes se casseraient les dents sur cet examen de niveau universitaire. Bon, France TV a dit pas mal de conneries et a fait plusieurs raccourcis qui sont pas très vrais sur le plan factuel. Il faudrait par exemple 3000 heures de formation pour le plus haut test, même avec un bac plus 5 en littérature c'est pas possible, et j'en passe, blablabla. Là-dessus, moi je suis sceptique franchement. Mais ce qu'ils ont voulu faire en gros c'est en venir à cette information qui, elle, est assez juste. Il y a des gens qui parlent très bien français, qui communiquent tous les jours dans leur travail, pour la santé, pour plein de choses, mais qui ne vont pas réussir cet examen. Une forme d'inquiétude et d'angoisse un petit peu, quoi. D'être ici depuis peut-être parfois des années, peut-être 10 ans, 15 ans, avoir déjà eu des titres de séjour et là se dire en fait cette fois-ci on ne pourra pas l'avoir. Faut bien comprendre un truc, les migrants en question ont 2 spécificités. Tout d'abord, pour l'extrême majorité d'entre eux, ils travaillent en français et ils sont donc insérés dans la société. Mais parce qu'ils ne parlent pas un français standard et parce qu'ils galèrent à l'écrit, comme une bonne partie de français natifs eux-mêmes d'ailleurs, eh bien eux, ils peuvent tout perdre. La seconde chose, c'est que l'on parle de migrants extra-européens évidemment, parce que les Européens, eux, ils ne sont pas concernés. Alors on peut se demander si ce projet va mener son objectif à bien, celui de rendre l'immigration en France plus difficile. Eh bien, figurez-vous que pas vraiment. Pas vraiment, car en fait, ce projet, il se base sur un préjugé.
Darmanin et Retailleau, pour limiter l'immigration en France, partent du principe que la majorité des migrants parlent mal le français. Et parce que ces mesures ne concernent finalement que les extra-européens, plus spécifiquement, ils partent du principe que ce sont donc les ressortissants d'origine africaine, du Nord et subsaharienne, pour le dire autrement, les Noirs et les Arabes, qui seront impactés parce qu'ils ne maîtriseraient pas le français lorsqu'ils arriveraient chez nous. Et c'est un cliché assez répandu. Et pourtant, ce sont précisément ceux qui le maîtrisent le plus. Alors je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais selon l'INSEE, si on prend l'année 2019-2020, 90% des immigrés de 18 à 59 ans résidant en France métropolitaine avaient un bon niveau de compréhension du français, et 98% d'entre eux avaient un bon niveau d'expression orale. Et parmi tous ces immigrés-là, eh bien ce sont ceux venant de pays ayant connu dans leur histoire une présence francophone qui s'en sortent évidemment le mieux. Pour le dire simplement, ce sont tous ceux qui viennent de l'ancien empire colonial français ou belge. Pour aller contre une autre idée reçue, le français n'est pas juste la langue de l'extérieur du foyer, qui s'opposerait à l'intérieur, qui serait communautarisé, ou que sais-je. En fait, et c'est assez dommage selon moi, le français exerce une telle pression linguistique, sa maîtrise c'est tellement un enjeu culturel et symbolique, que il s'impose dans les foyers comme la langue d'éducation des enfants dans les familles immigrées, qui choisissent alors, pour la majorité d'entre elles, d'abandonner leur langue d'origine. Et ce sont d'ailleurs précisément les immigrés issus d'Afrique qui sont les plus nombreux à parler le français à la maison et à choisir cette langue comme première langue dans leur couple. À titre d'exemple, on en parlait d'ailleurs dans une vidéo qui vient de sortir, mais 70% des Algériens immigrés en France parlent français avec leur conjoint. L'arabe en France, ça a plutôt tendance à se perdre. Le travail est aussi un facteur d'intégration très important. Pour revenir sur les chiffres de l'INSEE sur la maîtrise du français des immigrés, les écarts entre ceux qui maîtrisent le plus et le moins la langue au moment de leur arrivée s'atténuent avec le temps, parce que assez logiquement, plus une personne est depuis longtemps présente en France, et plus elle finit par obtenir une maîtrise satisfaisante et bonne de la langue, surtout lorsqu'elle est dans l'emploi. On comprendra alors assez difficilement pourquoi, année après année, loi après loi, on cherche à renforcer et à contrôler d'autant plus l'usage du français auprès de personnes qui, dans la très grande majorité, parlent déjà cette langue ou la parleront à moyen terme. On a eu une loi en 2003, une en 2006, une en 2007 pour lancer le bal, un bal qui n'a jamais cessé depuis, pour réitérer, renforcer, sacraliser une place du français qu'il a déjà en France et qu'il n'a jamais perdu et qu'il continue d'occuper. Les migrants en France parlent donc souvent déjà français et quand ce n'est pas le cas, ils l'apprennent. Les chiffres le montrent et le démontrent en permanence et ce depuis un moment. C'était déjà vrai avant les contrats d'intégration, c'était vrai dans la plupart des pays d'Europe d'ailleurs où les tests n'existaient nulle part, à l'exception de l'Allemagne avant 2000. En fait, c'est logique. Vous débarquez quelque part où tout le monde parle une autre langue, celle du pays, celle que vous maîtrisez souvent déjà en partie, et vous vous mettez à la parler aussi, avec vos collègues, avec votre patron, avec l'administration, avec la caissière aux courses, que sais-je encore, c'est la base quoi, c'est ce que tout le monde fait, obligatoirement. Et pourtant, c'est sans cesse le même débat, comme s'il leur fallait encore faire leurs preuves, comme s'ils étaient les mauvais élèves, comme si, en dépit du fait qu'ils finissent toujours par s'intégrer d'une manière ou d'une autre, on considérait que ce n'était jamais assez. Tout cela, ça part d'une idée reçue qui s'est imposée à peu près partout dans l'Union européenne. Une personne intégrée, c'est une personne qui parle la langue du pays d'accueil et qui, si possible, oublie la langue du pays d'origine. Pourtant, si la langue est importante et si elle finit toujours par être maîtrisée, eh bien ce sont surtout les éléments annexes qui favorisent l'intégration à proprement dite. Les études montrent que les facteurs d'intégration privilégiés sont l'emploi, le logement, les relations sociales et donc pas seulement la compétence linguistique. Parce que parler c'est bien sympa, mais quand t'as personne avec qui parler, c'est une belle jambe. Alors bien sûr, la langue, elle est vectrice de ses relations et elle est centrale dans l'emploi. Mais cette langue, et là aussi ce sont les études qui le montrent, elle n'est pas nécessairement le français standard. Dans les territoires d'outre-mer, par exemple, les langues régionales locales jouent souvent un rôle d'intégration plus fort et plus direct que le français seul. Et puis, il y a les autres migrants, ceux qui sont rarement considérés comme tels et qui ne sont pas concernés par cette loi, les ressortissants européens. Quand on reprend les chiffres de l'INSEE, on se rend compte que ceux qui parlent le moins français, donc pas du tout ou peu, ce sont plutôt les Européens, notamment par exemple les Portugais. Il faut savoir que l'immigration européenne, aujourd'hui en France, c'est à peu près un tiers du total des immigrants. Si on prend l'expression orale, effectivement, c'est plus de la moitié des Portugais qui ne peuvent pas du tout s'exprimer en français. Si jamais on veut comparer par exemple avec l'Afrique guinéenne, ça tombe à 6%, guinéenne et centrale. En gros, l'Afrique de l'Ouest et du centre. Cependant, pour les Portugais, leur statut de citoyen européen leur permet de venir, de voyager, de s'installer, de travailler dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Ils peuvent également bénéficier du regroupement familial et l'obligation de s'enregistrer localement n'intervient qu'après 6 mois. Et je crois même que c'est 6 mois d'inactivité pour être tout à fait précis, à vérifier. Quand on regarde aussi ces chiffres, donc là, sur la maîtrise et la pratique de la langue familiale, notamment avec les enfants, dans le foyer, en gros, dans l'éducation, ce sont les Européens qui là aussi conservent le plus leur langue dans l'éducation. Si ces mêmes Portugais finiront pour la plupart par apprendre le français, puisqu'encore une fois, tous finissent par l'apprendre, eh bien ni eux ni leurs membres de leur famille n'auront besoin de ce contrat d'intégration,
de ces tests, de tous ces papiers, ni de prouver quoi que ce soit. Bien sûr, on retombe sur le cliché du bon ou du mauvais migrant. Sur la question de la langue familiale, c'est évident que celle du pays d'origine se maintient bien plus souvent quand il s'agit de familles européennes que lorsqu'il s'agit de familles extra-européennes, parce que parler italien, parler anglais, allemand ou espagnol, c'est considéré comme un plus chez nous, c'est pas considéré comme un handicap. Et oui, parce que j'en ai beaucoup parlé dans mon livre, achetez-le bien sûr, les langues ont une forme de classement en fonction de leur prestige inconscient dans la tête des Français, et parler arabe, c'est comme ça, parler anglais, c'est comme ça. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur les expatriés, la palme elle revient clairement aux anglophones. Les anglophones sont ceux qui s'intègrent le moins bien dans notre pays, et pour cause, tout le monde parle anglais avec eux dès l'instant qu'ils le peuvent. Ils sont moins exposés aux français que les autres. Ils ont des structures, ils ont des associations en anglais, il y a leur cinéma en anglais, il y a une partie de la culture en anglais, et dans notre pays on considère que c'est stylé d'avoir des retraités britanniques ou d'avoir des profs américains, même s'ils pigent pas un broc de ce qu'on raconte. Dans un autre registre, on pourrait également parler des Chinois, alors là c'est tout à fait différent. Les Chinois sont parmi ceux qui parlent le moins bien le français. Si on reprend les chiffres là, du coup c'est 83% des Chinois qui, lorsqu'ils arrivent en France, ne comprennent pas du tout ou peu le français, en tout cas au moment de leur arrivée, alors que les Chinois sont souvent associés à une bonne maîtrise, à une bonne intégration, à du travail dur. En gros, les Asiatiques, c'est un peu un cliché du migrant parfait et du migrant qui prend pas de place, qui la joue faire et qui fait tout pour faire des efforts. Alors ils finissent par l'apprendre et par le parler à terme. Mais là aussi, leur demander d'avoir un A1, un B1 ou un B2 en moins de 3 ans sinon dehors, c'est raide putain quand même. Alors bien sûr, les Chinois, les Turcs, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, là quand on regarde ces chiffres, en fait, si on regarde vraiment dans le détail, ça représente moins de 20% des migrants en France. En 2023, on comptait 47,7% d'immigrants d'origine africaine en France, et c'est à peu près 32,3% d'Européens. Le reste du monde se partage donc les 20 autres pourcents. Et paradoxalement, ces 20%, c'est sûrement la partie qui va le plus en chier avec cette loi. Et notamment les Asiatiques, qui sont ceux qui ont le plus de mal à apprendre le français, peut-être notamment parce que leur langue est vraiment très différente à l'origine, qu'ils y sont assez peu exposés dans leur pays d'origine, et que quand tu parles une langue isolante qui s'écrit avec des sinogrammes, c'est difficile d'apprendre le français qui s'écrit en alphabet latin. Les Africains, quant à eux, quand ils arrivent, donc ils ont une bonne compréhension, une bonne lecture, une bonne écriture et un bon oral en français, et si jamais on prend le moment de l'enquête plutôt que le moment de l'arrivée, là, on voit que ça s'est un peu rapproché, mais que globalement, l'Afrique demeure en avance sur l'Europe. Même si tout le monde finit par comprendre à peu près dans les mêmes proportions, eh bien clairement, les Africains sont les plus à l'aise à l'oral et à l'écrit. Les Asiatiques, quant à eux, sont clairement ceux qui galèrent le plus, vraiment. Et qu'on se raconte pas d'histoire, comme les Africains sont la majorité des migrants en France, qu'ils sont associés à un certain nombre de clichés, eh bien ce sont ceux qu'on va cibler avec nos tests. Des tests qui sont conçus d'ailleurs parfois un peu pour leur tendre des pièges. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, si tout le monde finit par parler et par apprendre le français, pourquoi rendre expulsables ceux qui n'auraient pas leur test, leur examen, leur formation, sachant qu'on les demande, assez paradoxalement, à ceux qui finalement ont les meilleures compétences, à savoir les Africains pour faire court? La réponse courte, c'est le contrôle social. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est longuement expliqué dans ce billet de blog donc de Philippe Blanchet, qui est un professeur de sociolinguistique de Rennes 2. Il y a vraiment toutes les références dont vous avez besoin. On a manifestement affaire à un cas typique de discrimination glottophobe, au prétexte que des gens parlent une autre langue plutôt que le français, qui recouvre une discrimination xénophobe, au prétexte que des gens sont étrangers, qui recouvre une discrimination ethniste ou raciste, au prétexte de telle ou telle origine. Ce n'est pas une politique d'intégration, c'est une politique de rejet, conclut d'ailleurs Philippe Blanchet de tout cet article que je vous invite à lire. L'idée n'est pas d'intégrer mais de rejeter, de faire une distinction entre les bons et les mauvais. Et si on invoque un critère linguistique dans un pays aussi zinzin de sa langue, c'est en réalité une excuse, parce que ces migrants sont déjà tout à fait capables de la parler, et plus que beaucoup d'autres à qui on ne demandera jamais rien. Un article intéressant sur le sujet, c'est celui-ci, l'accueil des adultes migrants au prisme de la formation linguistique obligatoire, donc les logiques de contrôle et objectifs de normalisation. Ce qui va m'intéresser, moi tout particulièrement, c'est ce paragraphe. On revient ensuite sur l'association de plus en plus étroitement faite entre enseignement de la langue et inculcation de valeurs supposément françaises, en montrant comment ces discours institutionnels construisent une représentation en miroir de la figure du migrant, d'une part, de la société française, d'autre part, ce qui justifie alors discursivement le rôle civilisateur désormais confié au marché de formation aux filles. Donc l'office français de l'immigration et de l'intégration. Des nouveaux tests pour rendre expulsables les gens, oui, et surtout pour renforcer le contrôle social sur ces personnes en les obligeant à acquérir ou à se justifier de compétences qu'elles ont déjà, sans jamais les guider pour leur demander précisément ce qu'on attend d'elles, en les laissant livrer à elles-mêmes, sans jamais leur donner les moyens d'apprendre ce qui est considéré comme essentiel, et en leur faisant signer des contrats d'intégration sur des valeurs censées être universelles alors qu'elles ne le sont pas. Hélas, l'entraide, l'humanisme, le barrage à l'extrême droite par exemple, c'est quand même des valeurs qui se sont perdues. Un peu dommage. C'est surtout un moyen de leur mettre une épée de Damoclès au-dessus
au-dessus de la tête, de les pointer du doigt, de redonner dans le cliché du mauvais bougre qui ne joue pas le jeu, sans jamais chercher à savoir ce qu'il en est et de quoi on parle. Parce que l'important pour un Darmanin ou pour un Retailleau, ce n'est pas le sort de ces pauvres gens qui ne peuvent pas voter, c'est plutôt de passer pour le plus gros con auprès de leur électorat de gros cons racistes qui s'y reconnaîtront, histoire d'avoir une chance pour 2027 ou pour 2032, et ça franchement, ça me fait pitié, ça rend malade. Eh bien, honte à eux. Honte à eux et honte à nous, la France, de donner là-dedans. Force à tous ceux qui galèrent, force à tous ceux qui doivent apprendre dans un nouveau pays, qui doivent se lever le matin avec ce genre de nouvelles, qui font tout pour s'en sortir et qui galèrent. Sur ce, moi je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à contribuer et à financer cette chaîne sur Tipeee, partager, commenter, bref, tout ce que vous voulez, et bon courage.